Bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Bonjour Catherine. Merci d'être si nombreux à nous rejoindre pour ce webinaire. C'est un sujet crucial pour nos clients. Recruter des nouveaux membres et les fidéliser, c'est toujours à tous les jours. Moi, je parle à des dizaines et des dizaines de clients. Puis c'est pas mal toujours là que ça tourne. Nous, on est là pour vous offrir l'outil. Après, aujourd'hui, il va y avoir des stratégies qui vont être véhiculées, des conseils, tout ça. Donc, pendant que tout le monde se connecte, je vous explique un peu comment interagir, puis je vais vous présenter Stéphane. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a peut-être quelques-uns, donc je vais vous le présenter tout de suite après. Donc, pendant que vous vous connectez, vous avez un onglet sur le côté à droite qui est le chat. Vous pouvez déjà, d'ailleurs, je pense que vous avez commencé, je ne regarde pas, là, à vous présenter et à dire bonjour. Vous avez l'onglet questions aussi qui est à la gauche du chat où vous pouvez donner vos questions pour la fin pour que Stéphane puisse répondre à la fin ou pendant, là, dépendamment de sa vision de ça. Donc, sans plus tarder, je vous le présente. Stéphane, pour ceux qui ne le connaissent pas, comme j'ai dit, c'est le cofondateur et le dirigeant d'Espace OBNL. Espace OBNL, c'est l'organisation qui est dédiée aux gestionnaires et aux administrateurs d'OBNL de tous les milieux à travers le Québec. Puis, comme son fond d'écran, leur mission, c'est de rapprocher, inspirer et informer. Donc, vous pouvez découvrir tout ça en vous rendant sur le site espaceobnl.ca. Puis, nous, on est partenaire de longue date de chez Yapla avec Stéphane. On collabore de près, puis on est toujours content de vous offrir des contenus riches et pertinents comme celui de ce matin. Puis, sans plus tarder, je te passe la parole et je quitte la salle et je reviens si tu as besoin de moi ou à la fin. Ça va bien aller. Merci, bye Catherine. Bye, écoute, tu as déjà fait la première passe de présenter notre mission. Juste 2 petites secondes. Je vais prendre une introduction pour vous présenter un petit peu ce qu'on fait, puis un peu la raison pourquoi on est là aujourd'hui à vous parler de membership. Notre offre, c'est une offre principalement de contenu. Vous allez trouver des textes, des outils, capsules vidéo sur notre site Internet. La partie contenu, c'est une partie qui est gratuite et accessible pour tous. Il y a plus de 200 capsules vidéo, 200 textes, une cinquantaine d'outils. Vous allez trouver une soixantaine de gabarits aussi. On a des communautés numériques qui sont quand même vivantes où on invite les gestionnaires à pouvoir poser des questions puis avoir des réponses par leur pairs. On a aussi tout un calendrier de formation et d'activités de webinaires. Donc là-dedans, il y a des formations qu'on donne dans notre calendrier. On a une soixantaine de thématiques et on a beaucoup de formations privées. Depuis 2 ans, on a rajouté tout un volet de formation préenregistrée que vous pouvez suivre à votre rythme. Dans les produits, maintenant, on a rajouté une série de produits. À chaque 6 mois, on rajoute des gabarits, donc des formulaires que vous pouvez acheter, mettre aux couleurs de votre organisation. Processus d'évaluation du conseil d'administration, on vous en propose un qui est en 3 étapes, une gratuite, 2 payantes. On a aussi des chiffres sur la rémunération des gestionnaires. Et notre plateforme d'offres d'affichage d'emploi, si vous avez des postes de gestion, c'est le meilleur endroit pour pouvoir afficher vos postes. On a aussi des événements numériques gratuits à peu près à tous les mois et un petit peu d'intervention personnalisée. À la base, Espace OBNL est parti de cette image-là. Donc, ce que j'ai placé dans cette image-là, c'est le gestionnaire au centre de son écosystème de compétences et de connaissances. Puis, on s'est rendu compte avec le temps que il y avait beaucoup de besoins sur la compréhension des différents éléments. Puis ceux qui sont DG, qui sont présents actuellement, vous regardez cette image-là, puis c'est un petit peu votre quotidien. Quand il est question de membership, on le voit un petit peu à gauche, là, dans le service aux clients, service aux membres, mais le membership va intégrer aussi une portion de financement, va intégrer une portion humaine, une grosse portion de communication. La gouvernance va avoir un effet sur le membership et aussi toute la partie financière et la partie même de vente aussi. Fait que mon objectif ce matin est très rapide. Je veux vous aider à comprendre le principe de membership. Parce que les premières erreurs qu'on voit ou les premières problématiques qu'on constate, c'est parce qu'on comprend mal à quoi sert puis comment c'est structuré. Fait qu'on hérite souvent ou on arrive en poste dans une organisation qu'on va appeler aussi le membership dans certains secteurs, on appelle ça la vie associative. Mais on peut le garder comme étant un terme qui rejoint tout le monde. La vie associative, dans certains cas, c'est plus difficile pour certains types d'organisations de se définir comme ça. Mais à la base,
on doit comprendre le pourquoi de l'OBNL. Et le pourquoi de l'OBNL, c'est de créer une structure collective. Quand on enregistre un OBNL, on doit être minimum 3. On ne peut pas se partir un OBNL tout seul, j'entends ça des fois, puis c'est pas tout à fait vrai. Là. Fait en étant un minimum de 3, on intègre le volet collectif. Ce volet collectif-là va rester tout au long de la structure de l'organisation et va aussi vous permettre d'accomplir certaines choses en comprenant bien à quoi sert le membership dans l'intérieur de cette équation-là aussi. Les membres, OK? Au Québec, on a à peu près 70 à 75% des OBNL qui ont une structure de membres, donc qui sont du volet associatif. On va les retrouver dans différents secteurs, que ce soit en sport, en communautaire, en loisirs, dans le milieu associatif, etc., dans le milieu muséal aussi. Mais on se trouve à avoir des organisations qui n'ont pas de membres du tout, plus dans le volet philanthropique, touristique, etc. Donc, les membres, pour ceux qui en ont une utilité. Okay? C'est pas uniforme d'une organisation à l'autre. Vous avez la possibilité de définir votre propre membership. Donc, dans les questions que vous allez poser, dans les interactions que vous allez avoir, vous allez souvent vous poser la question, oui, mais eux font ça, est-ce qu'on devrait faire la même chose? Puis il y a des réponses à ces questions-là qui amènent certaines réflexions par la suite. Les membres sont définis dans vos règlements généraux normalement. Donc, changer des choses à ce niveau-là, ça demande de changer les règlements généraux et peut-être même dans certains cas, on va le voir là, si on affecte la structure de gouvernance parce qu'on change notre membership, il va falloir aller changer aussi nos statuts constitutifs. Les membres ont des droits et des obligations, vous allez le voir, mais vous allez le constater aussi. Mais ils font partie intégrante du concept de l'OBNL. C'est en même temps le symbole du regroupement et de la représentation. C'est une fonction qu'on a perdue dans certaines organisations, malheureusement. L'écosystème de membres, à la base, va s'identifier à votre mission. Puis là, on va voir, c'est asymétrique à ce niveau-là, puis c'est une des grandes problématiques. On se rend compte aussi que dans beaucoup d'organisations, on a créé des memberships pour donner une prestation de service à un groupe particulier. Puis ça va amener aussi une vision sur laquelle je vais passer un peu de temps tantôt, faire la différence entre un membre et faire la différence avec un client. Puis des fois, tout est mélangé, puis ça crée certaines problématiques. OK? Ça nous permet de légitimer nos interventions. Une des raisons pourquoi les OBNL sont si populaires auprès des bailleurs de fonds et des joueurs gouvernementaux, c'est qu'ils sont issus de la communauté ou du milieu. C'est une prise en charge collective et le membership en fait partie. Pardon. Pour les organisations qui n'ont pas de membership, ils se refusent un outil puissant de mobilisation. Et je sais très bien que pour certains, c'est plus compliqué d'avoir des membres que si on n'en avait pas, mais en même temps, ça donne des outils, ça donne un écosystème, puis ça va nous permettre d'embarquer des gens dans notre travail collectif qu'on va faire pour appuyer notre mission. Quand on va parler de membres, il faut être conscient aussi que les membres vont provenir de notre écosystème. Puis, il y a un terme que vous allez entendre parler de plus en plus en OBNL, c'est celui des parties prenantes. C'est un terme un peu abstrait, mais qui vient vraiment illustrer qu'il y a différentes personnes et organisations qui sont affectées, impactées ou influencées par les retombées de votre mission. Ça c'est ce qu'on a appelé aussi l'écosystème. Dans cet écosystème-là, il y a plusieurs joueurs et ces joueurs-là, dépendamment comment on est structuré, dépendamment comment on veut atteindre ces joueurs-là, peuvent faire partie de catégories de membres différents. Traditionnellement, on a toujours vu le membership comme étant s'adressant aux gens qu'on dessert, que ce soit la petite partie en verte, là, nos clients, nos bénéficiaires, nos participants, les familles, puis les membres directs. C'est très souvent une vision très fermée du membership qu'on a eu. Maintenant, de plus en plus, on va se dire, est-ce que dans mon écosystème, il y a des organisations, il y a des personnes qui voudraient soutenir ma mission ou qui voudraient embarquer dans notre projet, puis est-ce qu'on peut les amener dans notre écosystème de membership? Ça nous amène aussi à voir qu'il y a des joueurs qui sont interreliés.
OK? Nos bénévoles ne sont pas tous membres. Est-ce que nos membres sont tous bénévoles? Là, ça devient intéressant de faire un comparatif. Et au niveau du recrutement de membres et du recrutement de bénévoles, la première stratégie à mettre en place, c'est ce qu'on va appeler des stratégies de conversion. Donc, est-ce qu'on a des bénévoles qu'on aurait besoin, on pourrait transformer en membres? Et est-ce que nos membres pourraient se transformer en bénévoles aussi? La même chose au niveau de nos clients, la même chose au niveau de nos contributeurs financiers. Puis là, je pense à nos donateurs et nos commanditaires. Je ne pense pas nécessairement aux infrastructures gouvernementales, là. Je pense plus à ceux qui sont des joueurs plus attachés à notre milieu ou à notre mission. Donc, cette interrelation-là, là, si on se rappelle de la théorie des ensembles qu'on a vue en première année du primaire, là, il y a des gens qui se retrouvent dans différentes catégories qui auraient tout intérêt à se convertir vers le membership. C'est quoi les qualités de base d'un membre? Puis là, je reviens sur l'idée qu'on a des gens qu'on embarque dans notre membership, OK, mais qui ne sont pas nécessairement des membres, mais qu'on qualifie de membres. Un bon membre, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a un sentiment d'appartenance, qui va avoir une adhésion avec la mission, mais surtout, c'est une personne qui va s'impliquer, qui va être un ambassadeur de l'organisation, il va avoir un degré de proximité avec l'organisation et il va s'identifier à l'organisation. Puis, la différence énorme, elle est entre le membre et le client. OK? Dans beaucoup de cas, on se rend compte que les organisations sont basées, que les gens que vous avez dans vos memberships ne sont pas vraiment des membres, ils sont des clients. Puis posez-vous la question très simple, quelle est une des raisons qui fait que j'ai peu de gens à mon assemblée générale annuelle? C'est que très souvent, j'ai plus des clients. J'ai des gens qui sont dans une transaction. Ceux qui sont membres dans votre organisation pour avoir le 15% de rabais aux activités, là, on ne retrouve pas les qualités de base. Donc, le sentiment d'appartenance, on est dans une relation transactionnelle. Puis, la différence entre le membre et le client va devenir essentielle pour que vous la compreniez. Peut-être changer vos règlements généraux. Puis là, ici, ça veut donc dire peut-être diminuer votre quantité de membres en faisant une séparation entre les deux. Mais c'est surtout de comprendre que ces clients-là, lorsqu'ils arrêtent de consommer ou lorsqu'ils arrêtent de participer ou acheter vos activités ou acheter vos billets, etc., vont disparaître de votre écosystème. Ils ne restent pas comme membres. Tandis qu'un membre qui comporte les différentes qualités au niveau du sentiment d'appartenance, de l'adhésion, de l'implication, ça c'est principalement les trois, mais vous allez, même si c'est quelqu'un qui pour une année ou deux arrête de consommer, va rester dans votre écosystème. Je pense qu'on a, je vais prendre un exemple sportif. Les parents, par exemple, qui sont d'office membres d'une association sportive, que ce soit soccer, hockey, ainsi de suite, et qui, la journée qu'ils arrêtent, que leur enfant arrête de pratiquer le sport, ne renouvellent pas leur carte de membre. Ici, on est dans une vision de clientèle. On est avec des clients, on n'est pas avec des membres. Donc, ces gens-là ne s'impliquent plus après. Par contre, on a peut-être un cœur dans notre écosystème où ces gens-là, on va les garder par la suite. Puis peut-être l'expression la plus ultime de ce que c'est un membre, pensez aux membres du Parti québécois dans les années 70. Est-ce qu'il était membre pour acheter une formation à rabais? Pourquoi il était membre du parti politique? C'est parce qu'il adhérait à un idéal. Il soutenait un projet. Il croyait à la mission, puis il voulait faire partie de quelque chose de plus grand. Mais ça devrait être ça, un membre chez vous. Un membre devrait adhérer à votre mission. Vous devrez la connaître. Ça m'impressionne toujours quand je fais des activités ou quand on fait notre processus d'auto-évaluation. On se rend compte que les membres ne connaissent pas la mission de l'organisme dans lequel ils sont membres et que l'organisation elle-même n'est même pas au courant à savoir à quel point son membership, sa clientèle, son écosystème est au courant de sa mission. On est très souvent plus ramené à l'utilisation ou la consommation des produits. Puis là, quand je parle de produits, là, ça sonne un peu commercial, là, mais je parle de programmes, de services, d'activités, etc. Là. Ça, ce sont tous des produits. Et même s'ils sont gratuits, ces produits-là, ça implique quand même ce qu'on va appeler une transaction. Puis le membership est des fois une façon de vouloir faciliter la transaction plus que de vouloir aller vers le soutien à la mission.
J'espère que vous comprenez bien là qu'il y a vraiment une différence entre les membres et les clients et qu'il y a très souvent des clients qui font partie du membership. OK? Il y a deux types de membres après ça. Il y a les membres individuels, puis on va avoir les membres corporatifs ou institutionnels. Les membres individuels, pour certaines personnes, le coût du membership peut être un coût assez élevé. Et c'est un processus décisionnel, mais qui dépend seulement d'une seule personne. Puis ça va avoir une influence là, sur votre capacité de recrutement. Tandis que les membres corporatifs, institutionnels, ça va être un processus décisionnel qui est soumis à plusieurs personnes, mais qui vont rester fidèles plus dans le temps. Moi, je connais plein d'organisations qui ont des memberships corporatifs ou institutionnels, puis que ça a presque pas changé d'une année à l'autre parce que ça a été budgété, puis comme c'est budgété, on continue à soutenir l'organisation. Fait que, il y a aussi une compréhension. Beaucoup des organisations que vous représentez aujourd'hui auraient tout intérêt à rajouter un volet de membership institutionnel et un volet de membership corporatif. Si moindrement vous avez une volonté d'être soutenu, puis là je reviens avec l'idée de l'écosystème et des parties prenantes, si vous arrivez avec l'idée d'être soutenu par certaines organisations et non pas certaines personnes dans votre secteur, vous devriez réfléchir vraiment à avoir un membership supplémentaire au niveau du corporatif et de l'institutionnel. Puis, c'est quelque chose qui peut rajouter beaucoup de valeur. Puis, prenez par exemple un organisme, quel qu'il soit, qui veut faire des revendications dans son secteur puis qui a besoin de faire une lettre d'opinion pour ses élus municipaux. Bien, si on a nos membres corporatifs qui sont prêts à nous appuyer puis à signer la lettre, on n'aura pas le même impact que si on a juste nos membres individuels. Fait que ça peut avoir une incidence importante de toute façon. Les membres ont aussi un rôle politique. Puis c'est drôle parce que des fois, je vois des politiques de membership, puis quand on regarde les avantages, c'est avoir le privilège de participer à l'Assemblée générale et recevoir l'infolettre. Est-ce que c'est vraiment des privilèges? Est-ce que c'est vraiment des avantages? Est-ce que ce sont des bonnes raisons pour être membre d'une organisation? Je le questionne, puis je vous inviterai à y penser de votre côté aussi. Le processus d'élection dans beaucoup d'organisations, c'est ce qui va constituer votre conseil d'administration. Des organisations, surtout dans le volet communautaire, économie sociale, ont une philosophie de gouvernance démocratique. Donc, les administrateurs proviennent à 100% du membership. OK? Fait qu'on est dans une vision de gestion par les membres, pour les membres. On va voir aussi ça dans le milieu coopératif aussi. Par contre, on a plusieurs types d'organisations. Ce n'est pas nécessairement le cas où on va aller plus vers une gouvernance qui va avoir plus un volet professionnalisé qu'on appelle, mais qu'on va appeler aussi une gouvernance stratégique. Les membres sont aussi, la plupart du temps, les parties prenantes qu'on va intégrer dans nos différents comités aussi. Je pense que ça, c'est important. Puis, on doit aussi parler de l'aspect un petit peu plus légal de l'Assemblée générale. Le geste de l'Assemblée générale, on prend un membership qui transfère à travers le processus d'élection ou de nomination des administrateurs tous les pouvoirs que les membres pourraient avoir. Donc, on vient donner un mandat de fiduciaire et de mandataire aux administrateurs en tant que membership, et ça se fait à travers l'AGA. Donc, l'AGA, l'Assemblée générale annuelle, elle a une grande importance et elle est une grande opération reliée au membership. Okay? Puis donc, les membres sont une nécessité politique dans un OBNL. Puis ça, je pense que des fois, on le réalise pas toujours à quel point. Fait que là, je serais curieux de vous entendre, ça ne sera pas le cas aujourd'hui, mais de vous poser la question, pourquoi les gens sont membres chez vous ou pourquoi ils devraient l'être? Puis là, quand je pose la question à des groupes que j'ai en présentiel ou avec lesquels je suis capable d'interagir, j'ai toujours des réponses très variées et j'ai toujours une proportion du groupe qui se pose la question et qui ne sont pas toujours très, très au courant pourquoi les gens sont membres chez nous. Puis en général, les gens vont être membres pour différentes choses, mais il faut comprendre pourquoi on a besoin de savoir pourquoi les gens sont membres chez nous. Fait que vous avez vraiment une nécessité de comprendre les motivations pour être capable après ça d'adapter vos offres, de savoir quelle va être la bonne tarification, de créer une offre adaptée
aux différents segments de membership que vous allez avoir. On s'en va vers un abandon de ce qu'on disait en anglais souvent, le one size fit all, OK, dans les memberships. Fait qu'on va aller de plus en plus vers plusieurs types de membership, puis même les mêmes types de membership, on va pouvoir créer des offres à palier, donc des offres qui incluent différentes choses. Fait que c'est pas rare maintenant qu'on va avoir des organisations qui vont avoir 4 types de membres et 2 offres par type de membre. Fait que ça fait que quand on le connaît, nous permet vraiment de mieux les connaître. Jean-Marc dit dans le chat qu'on a fait un sondage puis on se rend compte d'un mélange de motivation de type membre et de type client. C'est normal. Okay? Puis là, il y a une réflexion à avoir comment on peut transporter nos clients vers vraiment une vision plus de membres impliqués. Puis là, on va parler de plus en plus de faire progresser l'implication aussi. Donc, de se donner des forums, des places où les gens vont pouvoir s'impliquer, puis augmenter pour s'en aller sur le conseil d'administration, puis pour être plus proche de l'organisme aussi. Mais fondamentalement, si on part de ce qu'on a fait, rappelez-vous là au cégep, là, la pyramide de Maslow, vous l'avez sûrement connu, il y a des éléments essentiels, il y a 3 éléments essentiels dans la pyramide de Maslow qui reviennent dans le membership. Le premier, c'est le besoin d'appartenance. Puis on va le voir quand on va voir le détail des raisons pour lesquelles les gens sont motivés à faire partie d'une organisation. Et le besoin d'appartenance est relativement central. Okay? Ce besoin d'appartenance-là, on l'a perdu pendant la COVID un peu parce que les gens ne se fréquentaient plus. Puis, il faut le ramener. C'est pas évident. Puis, il y a des clientèles où nos membres sont plus isolés que pas. Après ça, on a les besoins d'estime. Ça vient avec la connaissance. Donc, les facteurs contribuant au membership sont très proches des facteurs qui contribuent aussi au bénévolat. Et finalement, on a le besoin d'accomplissement. Donc, quand on est capable d'offrir des structures qui nous permettent que les gens vont pouvoir s'impliquer, bien là, puis ça inclut la gouvernance là-dedans, ça inclut aller vers le conseil d'administration, on va vraiment avoir un écosystème de membership qui va être en santé. OK? Puis, je regarde vos réponses dans le chat. Je trouve ça très intéressant parce que, Daniel, tu dis, les défis sont-ils plus importants pour un organisme communautaire ou provincial? Globalement, les motivations vont être les mêmes. Fait que la compréhension va être la même. Puis, Tommy, effectivement, si on a majoritairement des clients, c'est normal qu'on vive certains enjeux. Les motivations, OK? Comment convertir des clients en membres? Bien, c'est là qu'on va arriver. C'est en ayant des données sur pourquoi nos clients sont là. Puis après ça, on va mettre en place, je vais y arriver tantôt, une communication reliée aux bonnes motivations. Il y a 5 motivations principales pour être membre d'une organisation. J'ai fait le test depuis 5 ans, puis je n'ai pas trouvé aucun DG d'OBNL qui m'en a trouvé de plus, là. Et ces 5 motivations-là, très souvent, c'est une combinaison de raisons pour laquelle les gens vont être membres chez nous. La première, c'est celle dont on parlait, OK? Donc, les accès privilégiés à des biens et des services. Ça, ici, on est dans la fameuse réduction basée sur la tarification. Tes membres, tu as 15 % de moins. Tes membres, tu as accès... puis prenez un exemple, je pense que l'exemple le plus flagrant qu'on a au Québec, c'est la Fédération de l'âge d'or du Québec, la FADOC, où il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont membres de la FADOC, tout simplement pour le programme d'assurance préférentielle avec un de leurs partenaires. OK? Donc, c'est très... Et puis, si demain, le partenaire quitte la FADOC, on perd un tiers à une demi, à la moitié des membres d'un coup. Fait que ça, on est dans une vision transactionnelle. Donc, s'il y a une absence d'achat, on abandonne sa carte de membre. Okay? Ici, on a une fidélité qui est très variable. C'est très dur de fidéliser les gens dans le temps. On est vraiment dans un transactionnel, dans une conversion. Puis on est ici, la tarification va avoir un effet important. Et aussi la composition du panier de produits et de services qu'on va donner à des accès privilégiés à nos membres, peut-être même à certaines exclusivités. Fait qu'ici, dans la question de la conversion, Laila, ben, il faut que tu sois conscient qui sont tes gens dans ton organisation, qui sont chez vous pour cette raison-là principalement. Parce qu'après ça, on va changer nos communications puis on va aller vers une reddition de compte envers ces gens-là qui va être différente aussi. La deuxième motivation la plus fréquente, c'est l'adhésion à la cause.
on le fait pour vous soutenir. On est membre parce qu'on soutient l'organisation. Fait que le coût de membership, c'est une forme de philanthropie de don. C'est rare qu'on va être capable d'aller chercher des tarifs assez élevés dans cette avec ces gens-là. Ils vont toujours... parce que c'est pas attaché à une volonté nécessairement pécuniaire, c'est vraiment attaché à une opération de soutien. C'est rarement la seule raison. En général, la motivation de l'adhésion à la cause va se mélanger avec d'autres motivations. Okay? Les tarifs sont vraiment pas nécessairement votre principale source de revenus ici. Et tout le volet de reddition de compte est encore plus important. Puis là, il y a dans beaucoup de cas, puis je vous poserai la question à main levée, combien d'entre vous avez vraiment je vous dirais la possibilité de comprendre ça serait un peu différent. Mais en même temps, vos communications, quelle est votre stratégie écrite pour communiquer à vos membres quels sont les effets de votre mission? Ici, on est vraiment dans une volonté d'effet de mission. Donc, plus l'organisme va me prouver que la portée de la mission est bénéficiaire, donc souvent l'impact, là ici, on va parler de mesures d'impact aussi, puis là, je ne parle pas nécessairement d'impact économique, je vais parler des impacts de la mission, mais dans la reddition de compte devient important. Puis je sais que c'est un langage que pas beaucoup d'organisations ont commencé nécessairement à intégrer. OK? De l'autre côté, la représentativité et l'influence, de la troisième motivation, là, on est plus dans une idée de on se rassemble pour avoir un certain poids. Le modèle syndical est axé là-dessus. Pendant la COVID, on a vu la création d'un paquet d'associations de compagnies ou de personnes qui se sont créées pour avoir un poids politique pour faire des demandes au gouvernement. On a vu ça pas mal. Puis en même temps, c'est la fonction d'une association, d'être capable de représenter ses membres et de parler en leur nom. Mais là, à quel niveau vous êtes présent dans votre écosystème? Est-ce que vous déposez des rapports? Est-ce que vous êtes présent avec des mémoires? Est-ce que vous avez fait des représentations gouvernementales? Si vous dites oui à tout ça, ça veut donc dire que votre édition de compte envers vos membres, vos communications envers vos membres doivent illustrer qu'on a fait des choses à ce niveau-là sur la représentativité et l'influence. Puis je regarde le milieu des chambres de commerce, par exemple, parce que je viens de croiser dans les noms qui ont dit bonjour, là, une certaine DG que je connais, mais juste que vous associez qu'une chambre de commerce, dans certains cas, il faut que ça parle au nombre, puis on regarde celle de Montréal, ou même je me rappelle celle de Trois-Rivières quand il avait été question du train entre Québec et Toronto, ont été très présents dans les revendications, ainsi de suite. Fait que c'est un peu une bonne façon d'être capable de prendre un point commun sur ses membres et d'être capable de les représenter. La troisième motivation, c'est l'appartenance. Donc, appartenir à une communauté. OK? Puis, je trouve ça intéressant de parler du livre vous voyez l'exemple à droite, là, d'un monsieur qui s'appelle Seth Godin, qui a écrit un livre qui s'appelle Tribes. Dans le livre, il résume très, très bien, OK? On se rassemble avec des gens qui nous ressemblent. OK? Puis ça, c'est important. OK? Parce qu'il y a un volet, puis c'est le phénomène de tribu, mais c'est aussi le phénomène de gang. C'est de créer un écosystème à travers nos membres. Nos membres, entre eux, doivent avoir des relations, le réseautage dans une organisation, quelle qu'elle soit, vient illustrer vraiment cette motivation-là. Puis des fois, on va être membre d'une organisation justement parce que c'est les gens qu'on y rencontre. Puis ça, je pense que c'est important aussi de pouvoir le quantifier. OK? Fait que ça va permettre à un groupe fort il va devenir fort parce qu'il y a des affinités, il y a des échanges, puis il y a une vision commune. Cette motivation-là tourne souvent autour de toutes nos opérations événementielles ou de nos activités de groupe. On l'a énormément perdu pendant la COVID, puis il y a beaucoup d'organisations qui n'ont pas réussi à remonter leur membership au stade où ils étaient avant la pandémie à cause qu'ils n'ont pas recommencé à faire des activités ou que dans leur sous-groupe,
entre autres avec des personnes qui ont un certain âge, on a encore des peurs et des biais de rencontrer des gens. On va rassembler aussi des gens qui vont avoir une motivation d'être membre de votre organisation parce que c'est des gens qui sont regroupés par pratique ou par affinité. Là-dedans, on a tous les gens dans le volet du loisir, tu sais, les associations de tout type, là, des chevaliers de colon à aller au Rotary en passant par les filles d'Isabelle et les clubs de fermières, etc. On est ici, là-dedans, là, dans les motivations d'appartenir à une communauté puis de se regrouper par pratique ou par affinité. Ça, c'est la 4e raison. La 5e, moi, j'appelle ça l'avantage Costco. Vous vous rappelez, hein, Costco, si tu n'es pas membre, si tu n'as pas ta carte de membre, tu ne rentres pas puis tu passes pas à la caisse. Donc, est-ce qu'il y a des avantages ou des privilèges, surtout des privilèges, que ce soit produits, services, programmes, qui sont accessibles uniquement à vos membres et non pas disponibles avec une tarification autre pour les gens qui sont non membres. Fait que si on a un principe d'exclusivité et d'obligation qui rentre en ligne de compte. Quand on revient sur la partie plus globale de pourquoi les gens sont membres de notre organisation, bien, je vous invite vraiment à le comprendre, puis à être capable aussi de développer votre organisation en fonction de cette compréhension-là. Fait que oui, dans les outils, on va avoir les sondages, mais je vais vous donner d'autres pistes de solutions aussi par rapport à ça. Tantôt, Hélène, tu avais une question sur est-ce qu'il y a des outils pour définir le persona. Les outils, dans bien des cas, vous les avez déjà, puis ça s'appelle vos bases de données de membres. Okay? Il reste après ça être capable, premièrement, de faire un profil socio-démographique. La deuxième, de les interroger. Puis après ça, je vais vous arriver avec d'autres outils pour consulter et aller chercher des données. Ça prend des données puis ça se pose comme question. Je vous inviterai dans votre formulaire de membership à poser la question « Pourquoi voulez-vous devenir membre de notre organisation? » A, B, C, D. Parce que je veux avoir accès au profit, parce que je veux soutenir la mission. Puis là, il faudrait que ce soit un formulaire automatisé, puis puis d'être capable de collecter les réponses. Puis ça, l'IAPLA peut vous le fournir dans le processus de reddition, puis avec des champs, vous pourriez avoir des champs, vous pourriez poser des questions, sortir un rapport aux 6 mois, puis d'être capable de mieux comprendre les motivations de vos membres. Là. Je pense que c'est important parce que quand on va adapter aussi sa gouvernance, on va adapter son offre de service parce qu'on comprend mieux nos membres, automatiquement aussi, ça va avoir un effet positif sur notre financement et sur nos revenus, en plus d'améliorer la vie associative. Puis, il y a beaucoup d'enjeux dans un OBNL qui sont reliés à la faiblesse de votre vie associative. OK? Julie, tu poses la question, est-ce que la présentation PowerPoint va être disponible? Je pense que oui, Catherine, non? Tu peux juste... moi, je vous l'ai envoyé. Je les ai envoyés à Yapla, puis je n'ai pas de problème à ce qu'elle soit distribuée. Là. Catherine va vous répondre dans le chat par rapport à ça. J'ai aucun problème. Puis dites-vous que ce que je vous présente aujourd'hui, c'est l'extrait en 1 heure d'une formation complète de 3 heures que je donne sur le membership. Puis j'en donne d'autres sur la gouvernance, sur les assemblées générales, etc. Okay? Donc, il y a des extraits là-dedans qui sont dans plusieurs produits de formation aussi par rapport à ça. Okay? Donc, puis c'est correct que vous ayez accès. Je trouve ça intéressant que vous ayez la volonté de continuer à comprendre puis d'aller un peu plus loin. Ce qu'on va aussi amener dans les offres par rapport au corporatif, puis là, je reviens encore sur l'analyse du membership, c'est d'avoir une offre de service dans le corporatif et l'institutionnel où on a des services, des besoins, où on comble les besoins de l'entreprise et de l'organisation. Puis là, ici, je donne l'exemple d'une association d'entrepreneurs en construction qui a des services à gauche pour les personnes qui constituent l'organisation, puis après ça, à droite, les services que la compagnie ou l'organisation elle-même a besoin. Fait que si on regarde dans un entrepreneur en construction, on peut avoir un programme de mentorat puis des groupes de co-développement. Là, on est dans des services pour l'individu. De l'autre côté, on est dans des services, une salle de plan puis des conseils pour remplir les appels d'offres. Là, on est dans des services, des présentations pour les
compagnies, les institutions ou les membres corporatifs en tant que tels. Fait qu'il y a vraiment une vision des deux. Léopold, la loi 25 concerne les données personnelles, limite les accès aux nouveaux clients. Les données, non. La loi 25 ne vous empêche pas de cueillir les données. Okay? La loi 25 vous restreint sur ce que vous pouvez faire avec, après, en termes de transfert de données et en termes de déclaration. Il faut juste faire attention, là, parce que vous pouvez poser vos questions dans votre formulaire, mais vous ne pouvez pas les revendre à quelqu'un d'autre ou les rendre publics. Puis vous devez, après un certain temps, les anonymiser. Ah, je l'ai dit du premier coup. Fait que la loi 25 n'est pas un obstacle. Puis ça, c'est sans compter le fait que vous pourriez poser des questions aussi dans vos formulaires d'inscription à vos événements, puis à plusieurs autres endroits quand vous avez une transaction. Dans le membership, il y a un volet réseautage qui revient inconsciemment. OK? Puis ce que je trouve intéressant, puis là, j'ai aimé, j'ai mis la petite quote de Serge Globe, je la trouve intéressante, c'est qu'on n'oublie jamais quelqu'un qui nous a aidés. Puis les groupes de soutien, ainsi de suite, sont importants. Léopold, les municipalités n'ont pas à vous donner l'information, c'est vos membres. C'est à vous autres d'aller la chercher, tout simplement. Donc, puis même, brièvement, la loi 25 ne vous permet plus de transférer les coordonnées à vos villes. Mais c'est de l'information que vous devriez avoir dans vos systèmes. Ce sont vos membres qui sont là. L'autre élément qui se rajoute un petit peu par-dessus les motivations, c'est le sentiment d'appartenance. Ça fait partie du processus de membership, ça fait partie de toute la vie associative, mais c'est un peu... c'est plus difficile à quantifier le sentiment d'appartenance, OK? Donc, parce que c'est un sentiment, c'est des perceptions, ça se joue dans le volet des émotions. Fait que la question que je vous invite à vous poser en tant que gestionnaire ou en tant qu'administrateur, c'est à quel point on développe le sentiment d'appartenance, qu'est-ce qu'on a fait dans notre programmation et qu'est-ce qu'on fait dans nos activités de communication pour développer ce fameux sens d'appartenance. Autre élément que je veux vous faire réaliser, c'est que les besoins des membres changent avec le temps et évoluent. C'est sûr qu'une personne qui est membre chez nous depuis 1 an, puis une personne qui est membre chez nous depuis 10 ans n'aura pas les mêmes besoins et l'offre devrait pouvoir évoluer à travers le temps. Puis j'aime beaucoup l'illustration que j'ai mis à droite, là, où on a vraiment l'Association canadienne d'orthopédie qui parle de son offre de service tout au long d'un trajet d'un docteur dans leur association. On part de l'université, on parle du réseautage avec les collègues, on va jusqu'à la retraite puis rester au courant de ce qui se passe dans le milieu. Fait qu'il y a donc des cycles de vie de nos membres. Nos membres n'ont pas toujours besoin. Fait que donc, quand on arrive avec une vision d'uniformité de service, c'est très difficile parce qu'il y a des catégories de membres en tant que telles. OK? Donc, les générations vont avoir une influence dans la façon, donc dépendamment de la génération auquel on s'adresse, il y a une partie qui est importante là-dessus. Donc, l'obtention des données maintenant. Bon, comment on fait tout ça? C'est sûr que votre première donnée, c'est ce que vous avez dans vos systèmes. OK? Donc, ça, c'est important. Puis c'est important aussi de pouvoir être capable de les consulter et de les traiter. Bon, il y en a d'entre vous qui n'avaient pas de système. Là, vous êtes en retard au niveau numérique, puis vous allez être en retard au niveau du respect de la loi aussi. Donc, ça, c'est la première base de données. L'autre, après ça, tantôt, il y a quelqu'un qui a parlé de sondage dans le chat. C'est une façon de faire. Sauf que les sondages, ça vous donne seulement des informations sur les gens qui vous aiment déjà et que vous êtes capable de rejoindre. Fait que dans un sondage, par défaut, c'est biaisé, puis c'est influencé. Et c'est réconfortant. Si on sonde nos membres, on est juste au courant de ce que les gens qui nous aiment veulent avoir. Le grand pan qui est oublié avec les sondages, c'est tous ceux qui nous aiment plus, puis tous ceux qui veulent rien savoir de nous autres, qu'on a besoin d'avoir comme information. Donc là, moi, je vais vous inviter à créer des groupes de discussion avec une provenance multiple. Oui, un groupe de discussion avec certains membres, mais avant tout, je voudrais entendre les non-membres, ceux qui devraient être membres et ceux qui n'ont pas renouvelé leur membership.
Une donnée qui est importante, puis dans la question tantôt d'Hélène, je pense que c'est important de le situer, là. Une donnée qui est super importante, pourquoi les gens n'ont pas renouvelé leur membership? Quelle est la raison? Puis ça, c'est un petit peu comme les employés. Est-ce qu'on fait une entrevue de départ? Est-ce qu'on a un chiffrier dans lequel on garde les résultats du départ de nos gens? Parce que je veux le savoir. Okay? C'est dur des fois pour certains conseils d'administration. Oh, que c'est dur pour l'ego d'apprendre pourquoi on ne va pas être membre, mais on veut le savoir pour être capable de modifier nos offres, adapter nos produits, services et tarifications et d'être capable de maximiser nos communications qui sont peut-être déficientes, puis qui sont très souvent déficientes aussi. Okay? Fait que les groupes de discussion de membres, de non-membres devraient être membres et anciens membres. Moi, je vous dirais, ce sont des mines d'or super intéressantes à pouvoir mettre de l'avant. La représentativité, je n'ai parlé un peu tantôt, mais gardez en tête les mémoires, le lobbying, la participation aux consultations publiques, la présence sur des CA stratégiques. Est-ce que vos membres sont au courant de tout ce que vous faites pour eux? Puis ça, ici, très souvent, le bas blesse par rapport à cette communication-là. Un membership, faire acheter, puis un membership, c'est une vente qu'on doit closer. Il y a 2 endroits stratégiques où on doit porter attention. Un, c'est toutes vos opérations sur le web. Et la deuxième, c'est toutes vos opérations événementielles. Puis là, je suis impressionné de voir à quel point on n'a pas saisi l'occasion de l'événement. Quand vous faites des événements, quand vous faites des activités, bien, il devrait y avoir des gens sur place qui devraient être capables de vendre du membership. OK? Donc, d'avoir une force de vente avec les systèmes, un laptop, puis surtout si vous êtes tous des clients par rapport à ça, etc., ça peut vous donner de l'information. OK? Donc, ça vous permet aussi de cibler. Si vous êtes dans un événement, c'est des gens qui sont déjà intéressés, surtout par les non-membres. Là. Si vous avez une proportion de votre événement où il y a des non-membres qui participent, là, c'est le temps de les intercepter, puis c'est le temps de leur présenter, c'est le temps aussi de faire une promotion, d'inciter, d'avoir une stratégie de produit, etc., etc. Fait que, il y a toute une stratégie à monter de recrutement, de conversion à travers votre programme événementiel. Puis là, je pense qu'ici, on a une belle opportunité qui est dans bien des cas mis de côté. Marilyn, tu veux savoir s'il y a un sondage qu'on peut monter, qui est déjà monté? Non, parce que chaque organisation va avoir, des motivations différentes, 2, une offre de services, produits, programmes très différentes, puis 3, une mission surtout différente. Fait qu'il faut vraiment moduler notre groupe de discussion. Puis là, je vais parler plus des groupes de discussion parce que les sondages, je trouve ça un petit peu biaisé. Parce que les sondages, on valide juste ce qu'on sait. Hein? Fait que c'est pas nécessairement le bon outil, même pour les anciens, même pour les membres. Commencez à intégrer des groupes de discussion, puis il y a plein de surprises qui vont arriver. Puis un groupe de discussion, c'est animé par quelqu'un de l'externe de l'organisation. OK? Il y a plein de gens, Marilyn, qui peuvent vous aider. Puis tu cherches des gens qui sont des spécialistes de la gestion des données et des groupes de discussion. Tu vas en trouver en ligne là, sans problème. Là, puis par courriel, on peut vous en référer aussi. Là. Autre élément pour votre recrutement, c'est votre bouche à oreille. OK? Ça va bien avec les membres satisfaits, mais comment vous gérez vos membres insatisfaits? C'est quoi votre politique de réponse aux commentaires sur les médias sociaux? C'est quoi votre politique de réponse quand quelqu'un appelle et il se plaint? Ça, très souvent, là, on perd des plumes comme ça. Là. Puis je sais très bien qu'actuellement, il y a beaucoup d'organisations qui n'ont pas de politique par rapport à ça, puis qui ont du personnel qui n'est pas nécessairement formé à gérer des plaintes. OK? Fait que ça en fait, c'est des éléments qui sont à mettre en place. Le membership, comme plusieurs choses, ça doit se planifier. OK? C'est pas quelque chose. Puis là, j'ai mis ici ce qu'on appelle le processus de commercialisation. Il ne faut pas séparer le recrutement des communications. C'est une erreur. Ça fait partie. Donc, je vais vous poser la question. Quelle est votre stratégie écrite de recrutement des membres? Puis là, il y en a plusieurs qui vont me dire on n'a pas de stratégie écrite. Parfait. Donc, comment vous allez réussir, si vous n'avez pas de stratégie écrite, à communiquer à l'ensemble de votre équipe, incluant vos bénévoles, incluant vos employés, incluant vos administrateurs, ainsi de suite, à ce qu'ils soient actifs dans la planification et dans le recrutement des membres. Donc, ça nous demande
d'être capable de bénéficier de toute l'équipe. C'est pas la job d'une seule personne. Fait qu'il faut diviser le processus. Il faut l'établir à travers tout le groupe. Il existe des systèmes. Yapla en est un, votre CRM, mais dans ces systèmes-là, il y a des données qui sont excessivement précieuses, puis il y a des actions qui sont à mettre en place pour vous favoriser, entre autres, le renouvellement. Une des forces de Yapla, puis je le dis depuis des années, c'est tout le système de renouvellement du membership automatisé qui existe. Donc, que ce soit à date précise ou que ce soit à empattement flexible, que ce soit avec des soldes ou des paiements partiels, ainsi de suite, là, vous avez un outil qui va vous permettre de beaucoup plus facilement renouveler. Parce que le processus de renouvellement, il est très important. OK? L'acquisition de membres, on perd beaucoup de temps à ne pas améliorer notre taux de renouvellement puis à penser juste à l'acquisition. Si vous perdez 25 à 35 de vos membres à chaque année, arrêtez de mettre des efforts en renouvellement, arrêtez de mettre des efforts en acquisition de nouveaux membres, puis faites des travaux pour vous assurer de diminuer ce taux de roulement-là, ramener ça vers 5 à 10 Fait qu'il y a une grosse réflexion à avoir sur le taux de roulement. Puis après ça, est-ce que notre processus de renouvellement favorise le renouvellement ou il diminue, ou il fait des obstacles à notre renouvellement, ce qui donne un plus grand taux de roulement? Puis ça, c'est une donnée. Le taux de roulement il est très, très, très importante. OK? Parce que plus vous allez avoir une offre qui est bien connectée, plus vous allez avoir de la fidélisation. Fait que donc, puis ici, j'ai mis quelques données là, qui sont intéressantes là, sur l'acquisition des clients, sur des gens qui sont prêts à payer déjà plus pour une meilleure expérience, etc. Fait que il faut vraiment que le taux de roulement soit diminué et que le processus de renouvellement, ultimement, donne des résultats. Je vous invite à créer des espaces pour vos membres, que ce soit sur votre site Internet, dans vos médias sociaux, dans le forum web, etc. Donc, dans certaines activités. Communication, il y a plein d'occasions, les anniversaires, les ouvertures, les nouvelles des membres, le profil du mois. Donc, faites de la place à votre écosystème dans vos communications. Commencez à réfléchir à rentrer de l'automatisation marketing, donc des mécaniques de communication en fonction des comportements. Fait que si on sait que tel type de membre participe à beaucoup d'activités, est-ce qu'on est présent? Est-ce qu'on peut lui faire une offre quand il va faire sa transaction de membership pour faciliter, puis avoir une offre produit qui est personnalisée ou un parcours personnalisé? Beaucoup d'OBNL sont rendus là pour améliorer leurs choses, mais il y a des investissements numériques à mettre en place en tant que tel. Il nous reste 12 minutes. Je vous invite à inscrire s'il vous reste des questions pour qu'on puisse finir à l'heure aussi, là. Le rapport annuel. Puis là, vous rédigez pour à peu près à chaque AGA une magnifique publication qui s'appelle votre rapport annuel qui contient vos résultats. Utilisez-le. Je parle depuis tantôt de reddition de compte, mais l'information est beaucoup dans le rapport annuel. Donc, si vous avez mis des tableaux, des images, ainsi de suite. Puis là, dans la présentation, je vous donne des exemples du rapport annuel de l'itinéraire, qui est un organisme que vous connaissez peut-être. Chacune des données devient une publication de médias sociaux par la suite. Donc, si le rapport annuel est bien planifié, ça nous donne une grosse partie de notre base de communication sur les retombées et sur les résultats qu'on a mis en place. Puis ça, je trouve que vous ne pouvez pas avoir plus graphique que celui de l'itinéraire. Ce que je trouve intéressant, pendant plusieurs années, l'itinéraire faisait aussi un rapport annuel vidéo avec des témoignages. Quand il arrive le temps de pouvoir le faire, c'était vraiment important. Jean-Marc, tu dis, on n'a pas d'employés dans notre OBNL. Certaines suggestions ne sont pas facilement envisageables quand on dépend de quelques bénévoles. Tu as tout à fait raison. Fait que ça s'appelle de la mutualisation. Donc, premièrement. Deuxièmement, ça va être de plus en plus difficile aux organisations 100% bénévoles de passer à travers le tout. Okay? Pour un OBNL essentiellement militant qui n'offre pas de produits et services, les avantages offerts aux membres de la participation et de la vie démocratique, bien là, c'est toutes les mêmes philosophies que quand on tombe dans la philanthropie.
pour être capable de jouer là-dessus, Gabriel. Là, on tombe dans une reddition de compte des effets, on est vraiment dans du soutien à la mission et peut-être aussi tout le volet du réseautage et de la tribu qui rentre en considération. Une dernière chose que je veux vous amener avant qu'on passe aux dernières 10 minutes de questions. Une baisse des membres, ça va être le symptôme de différentes problématiques qui vont être plus larges. Si votre membership diminue, ça va être des problèmes d'assemblée générale, ça va être des problèmes de recrutement d'administrateurs, ça va être des enjeux économiques que vous allez avoir, etc. OK? Fait que ça, je pense que c'est important de le comprendre. L'autre chose aussi avec ça, il faut bien les connaître pour bien les servir. Puis, créer des membres, ça reste aussi une job de bras. Dans certains cas, ça devient aussi une communication qui est plus essentielle. Samantha, est-ce que vous avez des logiciels pour écrire rapport annuel? Non, je te dirais que les agences de com, c'est encore un des grands services par rapport à ce qu'ils ont. Puis, il n'y a pas... je dis non, mais en même temps, l'intelligence artificielle est devenue tellement intéressante sur la façon de résumer d'autres documents que je pense que apprendre à travailler avec des outils vont pouvoir te permettre de pouvoir aller plus vite. Est-ce qu'il est possible, quand on définit les types de membership, d'avoir des membres clients avec un membership plus élevé et pas de droit de vote, ou des membres mission, membership plus élevé et d'implication démocratique? Tout le monde garde le droit de vote, c'est un principe fondamental dans le membership. Est-ce qu'on peut avoir les autres éléments? Oui, mais tout le monde va garder le même droit de vote. C'est ça. Elena Canva fait des miracles, propose des rapports de Canva, d'éléments, mais madame, elle demandait principalement écrire. Là. Fait que moi, pour les textes, les outils d'intelligence artificielle sont là. Guylaine, quelles sont les possibles raisons d'une baisse? C'est l'adéquation entre les besoins, les services, puis votre offre. OK? Est-ce que votre personnel peut être membre sympathisant? Non. Parce qu'ils font partie de l'opération, OK? Puis dans les recommandations, je sais que c'est pas interdit, mais dans les recommandations de gouvernance, avoir des membres qui se ramasseraient au conseil d'administration, on aurait des enjeux. Puis Canva, c'est un outil de design graphique qui est en ligne. José, est-ce que vous avez des écrits sur une politique de stratégie de recrutement de membres? Non, parce que il n'y a pas de copier-coller. Chaque organisation va aller chercher, puis c'est pas une stratégie de recrutement vraiment. Ça va être en fonction des 5 motivations. Qu'est-ce que je vais développer dans mon offre? Qu'est-ce que je vais développer dans ma communication? Et comment je vais faire mes approches aux gens? Ça va composer ta stratégie. Mais c'est une grosse partie de votre stratégie de com qui doit être réfléchie en fonction des motivations principales des gens qui sont membres ou qui veulent devenir membres de votre organisation. Comment gérer les employés d'une organisation, d'un membership corporatif? Ben, écoute, ça se fait dans de la façon dont votre base de données est montée. Puis la plupart du temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un statut de membre, et puis c'est des membres affiliés où il y a différents statuts qui vont être à donner. Ça reste à Alice une question de configuration de base de données. Puis ça, je pense que Catherine va vous répondre par rapport à ça. Là, je pense qu'il y a plein capable de vous aider par rapport à ça. Mais quand on arrive dans une base de données, là, le plus gros travail, c'est pas la mettre en place. C'est réfléchir à comment on va utiliser les données par la suite aussi. Fait que dans la configuration de ce qu'on fait dans notre base de données, il faut que notre configuration soit reliée à notre structure de membership aussi, puis qu'après ça, on soit capable de dévoiler, ou d'utiliser cette structure-là pour adapter notre offre, nos produits, nos services, etc. Fait que le membership, là, ce que je veux que vous compreniez aussi globalement, c'est que c'est un outil puissant quand on le comprend bien, puis quand on met les mains dedans, puis qu'on commence à y passer du temps, puis on y met des efforts et de l'énergie aussi. Laura, la présentation va être disponible par les gens d'IAP. Catherine, je pense que si vous la recevez, vous allez avoir accès par courriel suite à la fin du webinaire, si ma mémoire est bonne. Il nous reste 4 minutes pour répondre encore aux questions. Est-ce qu'il vous en reste des questions? Pas tant que ça. Mon Dieu. Claudine.
Merci Delphine. Merci Claudine. C'est ça qu'on fait chez Espace OBNL. On essaie de vous aider à la base. Est-ce qu'il existe des bases de données sur les coûts de membership? Non. Chez chaque organisation, c'est un secret, puis c'est très différent d'une organisation à l'autre. Je pense, Catherine, on est au stade des merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que la formation est enregistrée pour rediffusion? Oui. Oui, dans le courriel que vous avez... Attends, est-ce que c'est préférable qu'on fasse le renouvellement à chaque année? Non. Faites une répartition sur les 12 mois, s'il vous plaît. Parce que ça crée toutes sortes d'enjeux de cash flow, après ça, financiers par la suite. Puis, il faut juste être conscient, si on a une saisonnalité dans notre secteur, on peut faire 2-3 périodes de renouvellement. Marilyn, est-ce que les CA devraient avoir cette formation? Les comités de gouvernance, je dirais oui, principalement, et les CA au sens large. Cassandra, je pensais à toi quand je parlais de chambre de commerce. Là. Des fois, le monde est petit. Ça, c'est vrai. Parce que Sandra était stagiaire d'un de mes clients quand je faisais de l'événementiel, puis là, elle est DG d'une chambre de commerce. Ah, moi aussi, j'avais une autre histoire que le monde est petit avec Merci, Lynn. Elle connaît tout le monde. C'est ça. On finit par... Ça, c'est le principe des cheveux blancs. Merci tout le monde. Catherine. Merci à toi, Stéphane. Très intéressant. Et, dans le fond, comme vous l'avez posé la question, tout de suite après, quelques minutes après qu'on va terminer le webinaire, vous allez recevoir et l'enregistrement et la présentation aussi en lien. Donc, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour revoir le contenu qui était riche. Je pense que les gens vont vouloir se remettre dedans. Ou aller acheter une formation de ton côté. Ça, c'est un extrait de plusieurs de nos formations en gouvernance puis en membership. Puis donc, vous pourrez venir consulter ce qu'on fait avec plaisir. Espaceobnl.ca. Puis si vous avez des enjeux de configuration, dans le fond, sur les conseils qui ont été donnés par Stéphane, bien, toujours écrire d'abord à support@tiapla.com, puis après, on va rediriger si c'est quelque chose qui demande un petit peu plus de conseils. On a une équipe différente du support au besoin. Bien, je vais clore tout ça. Merci encore. Puis bonne fin de journée à tous. Bye bye.